Jacques Charrier, jadis incarnation de la virilité au cinéma français et unique homme à avoir conduit Brigitte Bardot jusqu'à l'autel, rompt à 88 ans un silence vieux de plusieurs décennies. Son nom, presque effacé des mémoires collectives, cachait une souffrance intacte, un cœur jamais cicatrisé. Ce qu'il livre aujourd'hui n'est ni simple nostalgie ni règlement de compte. C'est une confession lucide, un acte de réappropriation de sa dignité. Sa vie fut indissociablement liée à la plus célèbre des Françaises non seulement par l'amour, mais par une tragédie familiale qui ébranla la nation. Avec une voix forgée par l'expérience, il choisit ce moment précis pour tout révéler, plongeant le monde dans la stupéfaction. Derrière l'icône Bardot se tenait un homme qui, loin des clichés, incarna la constance, la douleur contenue et la résilience artistique. Cette vidéo explore, en cette partie, le parcours d'un artiste silencieux devenu père irréductible, peintre introspectif et enfin compagnon apaisé, jusqu'à la pétardive conquise loin des projecteurs. L'émergence d'un talent discret dans la nouvelle vague. Dans les années 1950, la nouvelle vague bouleverse le cinéma français. Narration éclatée, acteur naturel, mise en scène libre. Au cœur de cette révolution apparaît Jacques Charrier, jeune premier à la beauté classique, doté d'une intelligence sensible et d'une retenue poétique. Là où beaucoup d'acteurs se laissent happer par l'expérimentation, Jacques cultive une intensité intérieure, un jeu dépouillé qui séduit les cinéastes exigeants. Il tourne quelques seconds rôles, apprend le métier, affine son regard. Rien ne le prédispose pourtant à la célébrité fulgurante. Son ambition est artistique, non mondaine. Il lit beaucoup, fréquente les théâtres, dessine déjà en secret. Ses camarades le décrivent comme un garçon sérieux, presque austère, préférant les discussions sur Dostoïevski aux soirées branchées de Saint-Germain-des-Prés. C'est sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, 1959, que tout bascule. Brigitte Bardot, déjà star planétaire, impose Jacques comme partenaire. Les producteurs hésitent. Il est inconnu, le budget est serré, le risque énorme. Mais Bardot insiste, fasciné par ce calme qui tranche avec le chaos de ses amants précédents. Vadim le visionnaire, Saxe le playboy. Jacques n'est ni séducteur ni opportuniste. Il est sincère, presque trop pour l'univers impitoyable du Star System. Leur alchimie à l'écran explose. Les regards, les silences, la tension palpable. La presse s'emballe. Jacques, hier anonyme, devient l'homme choisi par Bébé. Les photographes le traquent, les journaux inventent des anecdotes, les fans hurlent son prénom. Il reste impassible, presque gêné. La célébrité lui tombe dessus comme une averse tropicale. Soudaine, violente, impossible à contrôler. Le film sort, carton plein. Jacques enchaîne les propositions, mais refuse les rôles faciles. Il choisit des personnages complexes, des drames psychologiques, des pièces de théâtre exigeantes. Il joue Ionesco, Anouilh, tourne avec Chabrol, Clément. Sa filmographie s'étoffe, mais il ne court pas après les affiches. Il peint entre deux tournages, expose discrètement dans des galeries confidentielles. Ses toiles, sombres et tourmentées, contrastent avec l'image de jeune premier que les magazines lui collent. Il refuse les interviews people, décline les émissions de variété. « Je ne suis pas un produit », lâche-t-il à un journaliste insistant. Cette intégrité le marginalise doucement. Les studios préfèrent les vedettes dociles. Jacques s'en moque. Il a déjà compris que la gloire est un piège doré. Pourtant, il accepte le mariage en 1959. Pas par ambition, mais par amour. Il croit encore que l'on peut vivre normalement avec une icône. Il imagine une maison à la campagne, des enfants, des dimanches tranquilles. La réalité le rattrape vite. Les paparazzis campent devant chez eux, les lettres d'insultes pleuvent, les amis d'hier deviennent envieux. Jacques serre les dents. Il tourne, il peint, il aime. Il pense que le temps apaisera la tempête. Il se trompe. Le mariage devient un spectacle permanent, une prison transparente. Chaque sortie est épiée, chaque dispute relayée. Jacques découvre la solitude du couple célèbre. On les admire, on ne les comprend pas. Il commence à douter. Pas de Bardot, il l'aime encore, mais de leur capacité à exister ensemble hors du mythe, hors du mythe. Le mariage sous les flashs entre passion et asphyxie. 18 juin 1959, Louvciennes. La petite mairie est assiégée. 150 photographes, 50 journalistes, des fans en transe. Certains reporters se déguisent en plombiers, en nonnes, escaladent les toits. Bardot arrive en Vichy rose, visage fermé. Jacques, costume sombre, regard grave. Les flashs crépitent comme des mitraillettes. À l'intérieur, le maire bégaie, les témoins tremblent. Dehors, la foule hurle. Le couple signe, sort, embrasse rapidement. Pas de sourire éclatant, pas de larmes de joie. Juste deux êtres qui se promettent l'impossible,
une vie privée dans un monde qui les dévore. Les premiers mois sont intenses. Il s'installe à la Madrague, puis Paris. Jacques tente d'imposer un rythme, promenade, lecture, cuisine. Bardot rit, mais s'ennuie vite. Elle a besoin de mouvement, de regard, d'adrénaline. Lui rêve de stabilité. Les disputes éclatent pour des riens. Une interview accordée sans lui, un retard au dîner, un ami trop entreprenant. Jacques supporte, rationalise. Il pense que l'amour suffit. Il se trompe encore. La grossesse annoncée en 1959 change tout. Jacques exulte. Un enfant, une famille, une raison d'être. Il imagine déjà les berceaux, les nuits blanches, les rires. Bardot, elle, panique. Elle confiera plus tard. J'ai eu peur de disparaître. Pour elle, la maternité est une entrave, une perte d'identité. Jacques ne comprend pas. Il voit un miracle, elle voit une cage. Le couple consulte des psys, des amis, des producteurs. Rien n'y fait. Bardot s'éloigne, se mure. Jacques insiste, supplie, pleure. Il veut sauver le bébé, sauver le couple, sauver l'idée qu'il se fait de la vie. Les journaux, eux, célèbrent le futur bébé Bardot. Les marques envoient des layettes, les fans tricotent des bonnets. Jacques lit les articles, écœure. Il n'est plus un homme, il est un accessoire. Il décide de protéger l'enfant à naître coûte que coûte. Il annule des tournages, refuse des contrats, s'installe à temps plein auprès de Bardot. Il cuisine, range, attend. Elle tourne en rond, fume, boit, pleure. Les mois passent dans une tension palpable. Jacques note tout dans un carnet, les échographies, les prénoms envisagés, les peurs de Bardot. Il veut garder une trace, une preuve que cet enfant fut désiré par au moins un parent. Nicolas naît le 11 janvier 1960. Pas de photos officielles, pas de communiqué. Jacques est là, épuisé, heureux. Bardot reste distante. Elle regarde le bébé comme un objet étranger. Jacques prend le relais, biberon, couche, berceuse. Il apprend seul, guidé par l'instinct. Les nurses proposées, il les refuse. « C'est mon fils », dit-il simplement. Les semaines passent, Bardot ne se remet pas. Elle reprend le travail vite, trop vite. Jacques reste à la maison, seul avec le nourrisson. Il comprend que le rêve est fini. Le couple survit encore 2 ans, par inertia, par habitude, par peur du scandale. Les disputes deviennent quotidiennes. Jacques accuse Bardot d'abandon, elle lui reproche de l'étouffer. Les amis prennent parti, les avocats entrent en scène. Le divorce est prononcé en 1963. Jacques obtient la garde exclusive. Bardot signe sans discuter. Jacques pleure en silence. Il a gagné un fils, perdu une illusion. La paternité comme acte de résistance. Jacques devient père célibataire à 33 ans. Il renonce aux rôles principaux, aux tournées théâtrales, aux cocktails. Il déménage à Buzancais, petite ville du Berry, loin des regards. Il achète une maison modeste, installe un atelier, inscrit Nicolas à l'école du quartier. Les journées sont rythmées. Petit déjeuner, école, peinture, devoirs, dîner, histoire du soir. Jacques invente des rituels. Le mercredi au cinéma, le dimanche aux champignons, les vacances en Bretagne. Il veut que Nicolas grandisse normalement, sans le poids du nom Bardot. Il lui parle peu de sa mère, jamais en mal. Il dit simplement « Elle est loin, mais elle t'aime à sa façon ». Nicolas pose des questions. Jacques répond avec douceur, sans mensonge. Les années passent. Nicolas grandit, curieux, sensible. Il ressemble à son père, mêmes yeux profonds, même timidité. Jacques l'encourage à lire, à dessiner, à jouer au foot. Il refuse les cadeaux trop voyants, les invitations people. Il veut protéger l'enfance. Pourtant, la presse ne lâche pas. Des articles paraissent. Le fils secret de bébé, Nicolas, l'héritier maudit. Jacques interdit les journaux à la maison. Il explique à Nicolas, les gens inventent pour vendre. Toi, tu es toi. L'enfant hoche la tête, mais sans le poids. À l'école, on le montre du doigt. Jacques change d'établissement, déménage encore. Il devient nomade pour préserver la paix. En 1974, Bardot tente une approche. Elle invite Nicolas à Saint-Tropez. Jacques accepte, à contre-cœur. Le séjour est glacial. Bardot pose pour les photographes, oublie le repas, parle de ses chiens plus que de son fils. Nicolas rentre en larmes. Jacques serre les dents, ne dit rien. Il décide, plus de contact. Il coupe les ponts, protège farouchement. Il élève Nicolas seul, avec l'aide de sa mère, de quelques amis fidèles. Il peint la nuit, quand l'enfant dort.
Ses toiles s'assombrissent. Paysages tourmentés, portraits d'enfants solitaires. Les galeries commencent à s'intéresser. Il expose à Paris, à Lyon, à Genève. Les critiques parlent d'un expressionnisme contenu, d'une mélancolie habitée. Jacques hausse les épaules. Il peint pour respirer, pas pour plaire. Nicolas grandit, pose des questions plus dures. Pourquoi elle ne m'aime pas? Jacques répond, l'amour, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Moi, je t'aime assez pour deux. Il l'inscrit au conservatoire, l'encourage à jouer du piano. Nicolas excelle, gagne des concours. Jacques est là, au fond de la salle, discret. Il refuse les interviews, décline les documentaires. Il veut que son fils existe pour lui-même. En 1980, Nicolas choisit le droit. Jacques est fier, soulagé. Il a réussi. Son fils est équilibré, cultivé, indépendant. Il n'a pas besoin du nom Bardot pour exister. Les échos médiatiques quand le silence devient un cri. L'interview de 2023 n'était pas censée faire de bruit. Jacques l'avait accordé à Le Petit Rapporteur, un bimestriel discret de Bretagne, tirage 8000 exemplaires. Mais un journaliste freelance la repère, la recopie, la vend à Paris Match. En 48 heures, le titre claque. Jacques Charrier, 88 ans, Brigitte n'a jamais voulu de Nicolas. Les réseaux s'enflamment. Twitter, devenu X, explose. Hashtag Jacques parle, hashtag bébé mère, hashtag silence brisé. Les plateaux télé invitent des experts. Psychologues de plateau, ex-dead des années 60, influenceurs spécialisés en ragots vintage. Jacques, lui, reste à Saint-Briac. Il éteint son téléphone, marche sur la plage, regarde les goélands. Makiko filtre les appels. Nicolas, avocat à Paris, publie un communiqué laconique. Mon père a dit la vérité. Respectez notre vie. Les chaînes montent des dossiers. Archives Zina, photos jaunies, extraits de Babette. On exhume des interviews oubliées où Bardot minimise la maternité. Les féministes s'emparent du sujet. Certaines accusent Jacques de victimisation masculine. D'autres saluent sa paternité sacrificielle. Les forums Reddit créent des fils interminables. Jacques est roux ou aigri? Les mêmes pullules. Jacques en chevalier, Bardot en sorcière. Un compte TikTok reconstitue le mariage en Playmobil. Jacques ne voit rien. Il peint. Une série nouvelle, les vagues indifférentes. Des bleus violents, des blancs cassés. Il expose à Dinard, salle comble. Les visiteurs cherchent des indices dans les toiles. Il sourit, ce n'est que de la peinture. Bardot, 89 ans, cloîtré à la madrague, ne répond pas. Ses avocats envoient un communiqué. Madame Bardot respecte la vie privée de chacun. Les tabloïds titrent « Bébé muette face aux accusations ». Jacques hausse les épaules. Il n'attendait pas de réponse. Il a parlé pour clore, pas pour ouvrir un débat. Pourtant, les lettres affluent, des pères célibataires, des enfants de stars, des anonymes. « Vous m'avez donné du courage », écrit un homme de 45 ans. Jacques répond à la main, sur du papier bleu. Makiko poste les enveloppes. Il n'utilise pas Internet. Il préfère le timbre. Les universités s'en mêlent, colloquent à la Sorbonne sur la paternité dans le Star System. Jacques est invité. Il décline. Je ne suis pas un cas d'étude. Un doctorant vient à Saint-Briac, enregistre 3 heures. Jacques parle de lumière, de mer, d'enfants. Le doctorant repart avec un coquillage. La thèse s'intitule « Jacques Charrier, l'anti-héros silencieux ». Jacques rit quand il l'apprend. Il signe un exemplaire. Pour la mère, Nicolas parle, la parole du fils. Nicolas Jacques Charrier, 63 ans, avocat fiscaliste, marié, 2 enfants, n'avait jamais accordé d'interview. En 2024, il accepte Vanity Fair France. Titre « J'ai grandi sans mère, mais avec un père ». Il parle posément, costume gris, bureau parisien. Il dit « Mon père m'a élevé avec une constance rare. Il n'a jamais dit du mal de ma mère. Il disait « Elle a ses raisons ». Il raconte les dimanches à peindre, les vacances en Bretagne, les matchs de foot dans le jardin. Il dit « Je sais tôt que j'étais le fils de ». Mais mon père m'a appris que j'étais d'abord Nicolas. Il évoque le livre de Bardot. J'avais 35 ans. Ça a fait mal, mais pas surprise. Mon père m'avait préparé. Il disait « Les mots des autres ne définissent pas qui tu es ». Il parle de ses enfants. Je leur ai lu des contes, pas des tabloïds. Il refuse de juger Bardot. Elle a vécu sa vie. Moi, la mienne. Il rend hommage à Jacques. Il a sacrifié sa carrière pour moi. Il aurait pu être une star.
Il a choisi d'être père. L'article fait la une. Les commentaires, classe, dignité, modèle. Jacques lit l'article en secret. Il pleure. Il appelle Nicolas. Tu n'étais pas obligé. Nicolas répond. Si. Pour toi, pour nous. Ils se voient le week-end suivant. Pêche au crabe avec les petits-enfants. Pas un mot sur l'article. Juste des rires, du sel, du vent. L'exposition Testament. Silence à Paris. En 2025, la Galerie Mack propose à Jacques une rétrospective. Il hésite. Il a 88 ans, les jambes lourdes. Makiko insiste. C'est ton legs? Il accepte, à condition. Pas de vernissage people, pas de discours. L'exposition s'intitule Silence. 60 toiles, 1955 à 2025. Des premières ébauches d'étudiants aux dernières mères bretonnes. Le parcours est chronologique, les ombres des années Bardot, les noirs de la paternité, les bleus de la reconstruction. Une salle centrale, portrait de Nicolas à tous les âges. Un seul absent, Bardot. Le carton d'invitation, une phrase de Jacques, j'ai peint ce que je n'ai pas dit. Ouverture discrète. Les critiques viennent émus. Le Monde, une vie en pigments. Télérama, le plus grand rôle de Charrier, lui-même. Les visiteurs défilent, anonymes, collectionneurs, anciens camarades de tournage. Un vieil acteur pleure devant un portrait de Nicolas enfant. Jacques ne vient pas. Il regarde les photos envoyées par Makiko. Il sourit. Un acheteur anonyme rachète toute la série Absence. Prix 1,2 million d'euros. Jacques refuse de savoir qui. Il donne la moitié à une association pour pères célibataires. L'autre moitié finance une bourse pour jeunes peintres. Il dit « L'argent doit circuler ». Les lettres à Brigitte, jamais envoyées. Dans un tiroir de l'atelier, Jacques garde une chemise cartonnée. Dedans, 42 lettres écrites entre 1963 et 2025, jamais postées. Adressées à Brigitte Bardot. La première, tu nous manques. Nicolas a fait ses premiers pas. La dernière, j'ai 88 ans. Je te pardonne. Vis en paix. Entre les deux, des nouvelles de Nicolas, des descriptions de tableaux, des questions sans réponse. Pourquoi? As-tu été heureuse? Regrettes-tu? Makiko connaît l'existence des lettres. Elle n'a jamais demandé à les lire. Un soir, Jacques les sort. Il lit à voix haute. Sa voix tremble. Il dit « Je les ai écrites pour ne pas haïr ». Il hésite, puis les brûle dans la cheminée. Les flammes montent, bleu, orange. Il dit « C'est fini ». Makiko serre sa main. Dehors, la mer est calme. Le dernier été Saint-Briac, 2025. Été 2025. Jacques marche moins. Il peint assis. Les petits-enfants viennent chaque week-end. Ils peignent avec lui, Barbou l'étoile. Il rit. C'est mieux que moi. Il leur raconte des histoires de goélands qui volent des frites. Il ne parle jamais du cinéma. Nicolas apporte des huîtres, du vin blanc. Il trinque à la santé, à la mer, à la vie. Jacques dit « J'ai tout eu. L'amour, la douleur, la paix. » Un matin, il ne se lève pas. Makiko le trouve paisible, un pinceau à la main. Sur la toile, un horizon rose, un enfant qui court. Il a 88 ans. Les obsèques sont privées. 30 personnes. Pas de discours. Juste la mer. Nicolas lit un poème de Jacques. Les petits-enfants jettent des coquillages dans l'eau. Makiko reste debout, droite. Elle dit, il est enfin silencieux. L'héritage vivant, ce qui reste quand tout est dit. Jacques Charrier meurt le 12 août 2025. Les médias titrent « L'ex de bébé s'éteint ». Puis, lentement, la vérité émerge. Les galeries réouvrent silence. Les toiles partent dans les musées, Centre Pompidou, Tate Moderne, MoMA. Une fondation est créée, Bourse Jacques Charrier pour pères artistes. Nicolas en est président. Il dit « Mon père a transformé la douleur en beauté ». À Saint-Briac, Makiko continue d'exposer. Elle accroche une toile vierge dans l'atelier. Elle dit « Pour que le silence continue ». La peinture comme exorcisme. Après le divorce, Jacques tente encore le cinéma. Il tourne quelques films dans les années 60, des seconds rôles solides. Mais l'envie n'y est plus. Les plateaux lui rappellent trop Bardot, les disputes, l'enfant absent. Il cofonde une société de production, rêve de réaliser. L'entreprise coule en 2 ans. Il perd de l'argent, de la confiance. Il se sent vide. C'est alors qu'il retourne à la peinture, sa passion d'enfance. Il s'inscrit aux Beaux-Arts, recommence à zéro.
Les étudiants le prennent pour un retraité excentrique. Il rit intérieurement. Pour la première fois, il est anonyme. Il travaille des heures, mélange les pigments, gratte les toiles. Il peint des intérieurs vides, des mers agitées, des visages flous. Chaque tableau est une catharsis. Il expose dans des galeries confidentielles. Les collectionneurs viennent, intrigués. On parle d'un ancien acteur reconverti. Jacques corrige, « Je n'ai jamais cessé d'être peintre ». Ses œuvres se vendent, lentement mais sûrement. Il voyage Suisse, Japon, Italie. Il découvre d'autres lumières, d'autres silences. Il peint des séries, les absences, les maisons closes, les enfants sans ombre. Les critiques saluent une maturité rare, une économie de moyens bouleversante. Jacques ne lit pas les articles. Il peint, c'est tout. Il vit modestement, refuse les commandes. Il veut rester libre. En 1985, il rencontre France Louis Dreyfus. Elle est issue d'une grande famille, mais simple, cultivée. Ils se marient discrètement, ont 2 filles. Jacques devient père à nouveau, à 55 ans. Il change des couches, lit des contes, construit des cabanes. Il peint moins, vit plus. La maison est pleine de rires, de crayons de couleur, de musique. Il expose encore, mais choisit ses dates. Il refuse les foires trop commerciales. Il veut que l'art reste intime. Ses filles grandissent, studieuses, affectueuses. Il leur apprend à regarder, à écouter, à douter. Il ne parle jamais de Bardot. Elle découvre plus tard, par hasard. Elle pose des questions. Il répond avec calme. C'était une autre vie. En 1995, Bardot publie Initial Bébé. Elle y traite Nicolas des erreurs épouvantables. Jacques est effondré. Il lit le livre en une nuit, seul. Il pleure, rage, puis se tait. Il ne répond pas publiquement. Il protège encore. Nicolas, adulte, lit aussi. Il appelle son père, il parle longtemps. Jacques dit, ces mots ne changent rien à ce que nous sommes. Nicolas hoche la tête. Il a pardonné, ou du moins accepté. Jacques, lui, garde la blessure. Il peint une série noire, des toiles presque monochromes. Les galeries les refusent, trop dures. Il les garde pour lui. Les amours tardives et la paix bretonne. Jacques divorce une seconde fois, sans drame. Il reste proche de ses filles, continue de peindre. Il voyage seul, marche beaucoup, lit des poèmes. Il se sent vieux, mais vivant. En 2003, il rencontre Makiko, photographe japonaise. Elle expose à Dinard, il visite par hasard. Il parle de lumière, de silence, de mer. Elle ne connaît pas son passé. Il est séduit par cette ignorance. Ils correspondent, se revoient. Makiko est douce, précise, respectueuse. Elle ne pose pas de questions inutiles. Ils se marient en 2009 à Saint-Briac-sur-Mer. Pas de presse, pas d'invité people. Juste la famille, la mer, le vent. Ils s'installent dans une maison face à l'océan. Jacques peint tous les jours. Makiko photographie les paysages, les mains de Jacques, les reflets changeants. Ils vivent lentement, promenade au lever du soleil, thé vert, lecture partagée. Jacques expose au Japon, Makiko l'accompagne. Les critiques nippons parlent des harmonies wabi-sabi. Jacques rit, il ne connaît pas le mot, mais aime l'idée. Il peint des séries lumineuses, des bleus profonds, des blancs éclatants. Il se sent enfin léger. Il écrit aussi des carnets intimes, des poèmes. Il ne les montre à personne, sauf à Makiko. Elle sourit, dit « C'est toi ?» Nicolas vient souvent, avec sa femme, ses enfants. Les petits courent sur la plage, Jacques leur apprend à ramasser des coquillages. Il est grand-père, attentif, joueur. Il ne parle plus du passé. Il vit le présent. Il pardonne, sans le dire. Il a compris que la rancœur est un poids inutile. Il peint, aime, marche. Il est heureux, simplement. Les journalistes reviennent parfois, veulent des scoops. Il refuse poliment. Il n'a plus rien à prouver. Il a vécu, intensément, douloureusement, pleinement. En 2023, un magazine lui propose une grande interview. Il accepte, à condition de parler de peinture, de paternité, de mère. Il dit « J'ai été acteur, mari, père, peintre. J'ai aimé, souffert, reconstruit. Je ne regrette rien. » Il parle de Nicolas avec fierté, de Makiko avec tendresse. Il ne cite Bardot qu'une fois. J'espère qu'elle a trouvé la paix. Il ne dit pas « Je lui pardonne », mais c'est implicite. L'interview paraît, fait peu de bruit. Jacques s'en moque.
Il retourne à son atelier, mélange un bleu outre-mer, regarde la mer. Il est enfin chez lui. La confession à 88 ans reprend sa voix. À 88 ans, Jacques décide de parler. Pas pour se venger, pas pour régler des comptes. Pour clore un chapitre, pour que l'histoire soit juste. Il accorde une longue interview à un journal confidentiel. Il parle lentement, choisit ses mots. Il dit « J'ai gardé le silence pour protéger Nicolas. Aujourd'hui, il est grand, solide. Je peux parler. » Il raconte la grossesse, le détachement de Bardot, la garde exclusive, les nuits blanches, les joies simples. Il dit « J'ai élevé mon fils avec amour, constance, dignité. C'est ma plus grande œuvre. » Il parle de peinture comme salvation, de Makiko comme renaissance. Il dit « J'ai eu plusieurs vies. Toutes m'ont appris quelque chose. » Il adresse un message à Bardot, sans amertume. « J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Moi, je l'ai trouvé dans la peinture, dans mes enfants, dans le silence. » Il ne demande pas de excuses, ne réclame pas de reconnaissance. Il veut juste que l'on sache. Il n'a jamais été un faire-valoir. Il a été un homme, avec ses failles, ses forces, ses choix. Il dit « On se souviendra peut-être de moi comme l'ex de bébé. Tant pis. Moi, je me souviendrai comme le père de Nicolas, le mari de Makiko, le peintre de la mer. » L'interview paraît, fait des vagues modérées. Nicolas lit, approuve. Les enfants de Jacques sourient. Makiko serre sa main. Jacques retourne à son atelier. Il peint un dernier tableau. Une mer calme, un horizon clair, un enfant qui court. Il signe, range ses pinceaux. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il est en paix. Jacques Charrier n'a pas seulement épousé une icône. Il a aimé, souffert, protégé, créé, reconstruit. Il a choisi la dignité sur le scandale, l'art sur la gloire, la paternité sur l'ego. À 88 ans, il rompt le silence non pour accuser, mais pour exister pleinement dans l'histoire. Son héritage, un fils aimé, des toiles vibrantes, une vie enfin sereine. Que retenez-vous de ce parcours? Le temps guérit-il tout? Dites-le en commentaire, likez, abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt pour d'autres vieux hors normes.